Bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo de cette formation avec Mauna Kea. Dans cette vidéo, nous aborderons le sujet des collections d'insectes et leur intérêt pour l'entomologie. N'hésitez pas, si celle-ci vous plaît, d'aller jeter un œil sur les prochaines vidéos qui aborderont les différentes méthodes de piégeage, l'utilisation des clés d'identification, mais aussi comment bien conserver et étaler ces spécimens. En attendant, je vous propose de commencer notre première vidéo. La collection d'insectes, elle date pas d'hier. À la Renaissance, dans la seconde moitié du XVIe siècle, avec l'essor des expéditions et de l'intérêt pour les sciences naturelles et humaines, on voit apparaître dans les cours d'Europe un intérêt pour les cabinets de curiosité. Mais alors, qu'est-ce qu'un cabinet de curiosité ? Eh bien, c'était un lieu où étaient entreposés et exposés des objets très différents. C'est un peu comme de véritables petits musées scientifiques qui avaient pour but de faire découvrir le monde, ses différentes cultures et sa beauté. On y trouvait couramment des médaillons, des antiquités, des objets d'histoire naturelle comme des animaux empaillés, des insectes séchés, des coquillages, des squelettes, des herbiers, des fossiles ou bien même des œuvres d'art venues de loin. Bon, alors il faut prendre des pincettes et surtout ne pas se dire que tout est scientifique dans ces collections parce qu'il n'est pas rare d'y trouver du sang de dragon, des cornes de licorne et de la poudre de fée. Mais historiquement, ces cabinets y jouent un rôle de mémoire de la découverte du monde et ils ont grandement contribué à l'engouement pour les sciences naturelles par la suite. Mais retournons à nos insectes. Dans ces collections, les insectes les plus prisés sont les lépidoptères et coléoptères exotiques. Et c'est précisément avec cela que démarre l'engouement des naturalistes pour l'entomologie. En 1735, le célèbre naturaliste Carl von Linné édite une de ses œuvres majeures, Systema Naturae, dans laquelle il reprend les travaux d'Aristote sur les groupements d'animaux par genre et crée le fondement du classement des espèces qu'on appelle la classification classique. Chez les insectes, il distingue 4 grands ordres d'insectes. Les coléoptères, qui sont des insectes avec des ailes recouvertes par des élytres coriaces comme les coccinelles, les lucanes ou les carabes. Les Angioptera, qui sont des insectes à ailes à nervures non recouvertes d'élytres comme les papillons, les libellules ou les éphémères. Les hémiptères, qui sont des insectes sans élytres et ailes supérieures demi-membraneuses comme les grillons ou les punaises d'eau. Et enfin les aptera, ou insectes sans ailes, où on retrouve les scolopendres, les araignées et même des petites crevettes. Cette classification, elle va continuer à évoluer et aujourd'hui, on dénombre une trentaine d'ordres d'espèces. Après Linné commencera l'âge d'or de l'entomologie au XIXe siècle, avec l'avancée des recherches et des adeptes de l'entomologie dans le monde. Les collections à la base purement esthétique sont devenues avec le temps des bases essentielles pour les publications et études scientifiques. Parce que pour comprendre comment marche le vivant, on doit l'étudier. Observer les ailes au microscope permet de comprendre la structure et découvrir que la poussière est en fait une structure composée d'écailles. Mais aussi par exemple appréhender l'anatomie des pièces génitales ou buccales. En fait, tout ce qui est trop petit ou délicat pour être étudié sur des spécimens vivants. Et bien sûr, pour la classification des espèces, il est nécessaire d'avoir des descriptions précises et des spécimens témoins. Voilà pour la petite histoire des collections. Maintenant, de nos jours, on en distingue plusieurs types. Les collections esthétiques, qui servent à présenter les insectes au public notamment, sont souvent avec les spécimens les plus colorés ou les plus étranges. L'idée, c'est de capter l'attention du public et de pouvoir présenter le monde incroyable des insectes à travers leur apparence impressionnante pour pousser à les préserver et à s'intéresser à ces petites bêtes mal aimées. C'est le but par exemple des présentations dans les musées d'histoire naturelle ou dans les créations comme celle-ci. Et nous avons les collections scientifiques, qui sont elles peut-être moins intéressantes esthétiquement, mais indispensables pour les entomologistes, leurs travaux et la recherche. Parce que chaque spécimen est un trésor d'informations. Ces collections, elles peuvent être personnelles ou parfois centralisées dans un lieu d'étude comme une université ou une chambre entomologique. Et il est d'ailleurs très fréquent qu'elles soient empruntées ou échangées parmi les entomologistes. La différence majeure entre une collection esthétique et scientifique, c'est l'étiquetage rigoureux. Une collection mal ou pas étiquetée du tout n'a aucune valeur scientifique car elle ne nous apprend ni la localité, ni l'époque, ni rien en fait, et ne peut donc pas servir dans les études. D'ailleurs, si vous récupérez des spécimens pour une utilisation esthétique, rien ne vous empêche de faire bien les choses et d'étiqueter correctement pour qu'il puisse y avoir un intérêt esthétique et scientifique. Que l'on souhaite démarrer une collection entomologique pour le simple plaisir des yeux ou pour des raisons scientifiques, il faut suivre certaines règles et utiliser les bons outils afin que la chasse aux insectes ne se transforme pas en un massacre inutile.
Bien savoir prélever permet d'obtenir des spécimens en bon état, bien préservés et permettre de les garder le plus longtemps possible sans qu'ils ne s'abîment et soient donc gâchés. Mais alors pourquoi prélever des insectes ? Un entomologiste va souvent dans sa carrière tuer des centaines, voire des milliers d'insectes. Et c'est pas la partie du travail qu'on aime le plus, loin de là, mais c'est une partie nécessaire pour contribuer à la recherche en entomologie. Ces mêmes recherches menant d'ailleurs à une meilleure compréhension des espèces et de comment les préserver eux et leur environnement. Les insectes sont des animaux extrêmement nombreux. C'est d'ailleurs la forme de vie la plus abondante sur Terre. Ils représentent 85% de la biodiversité animale et ils se reproduisent très vite. La collecte d'insectes ne va donc pas avoir d'effet sur ce nombre. Et quand on parle du déclin des espèces, c'est pas du tout dû à la collection des insectes et aux entomologistes, loin de là. C'est plutôt la destruction des habitats et les diverses pollutions qui sont pointées du doigt. L'entomologie étant une science relativement nouvelle, on a encore beaucoup à découvrir sur les insectes et étant très petits et très agiles, on se retrouve très souvent dans l'obligation de les tuer pour les étudier et les identifier. Certains ne sont même identifiables que sous microscope. On estime qu'il reste des millions d'espèces encore à découvrir et chaque année on en découvre encore 20 000, c'est énorme! Au-delà de ce travail énorme de taxonomie qu'il reste à faire en entomologie, la collecte d'insectes peut être nécessaire sur un terrain donné pour la lutte contre certains nuisibles et l'élaboration de pesticides par exemple. Ou bien un contrôle des populations dans une région avec un suivi année après année pour observer l'évolution. On peut du coup savoir si la cétoine dorée s'éloigne ou s'implante de la région parisienne par exemple et envisager un statut de protection. Ou si une nouvelle espèce de frelon asiatique arrive et s'implante, comme avec l'arrivée du frelon oriental en France en 2021. En gardant une collection correctement étiquetée avec des spécimens en bon état, on peut également faire un saut dans le passé et dans une région donnée et s'apercevoir que telle ou telle espèce n'est présente que tous les 17 ans, comme les cigales américaines Magicicada, ou au contraire qu'un insecte n'y est plus présent du tout. Bref, voilà pourquoi il est intéressant et nécessaire pour les entomologistes de prélever des insectes. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille l'article génial Why We'll Kill Bugs qui reprend mes points et les développe. Mais alors, est-ce que tout le monde doit faire des collections ? Je dis souvent que ce qui est fascinant en entomologie, c'est que c'est une science ouverte à tous. Dans une chambre entomologique, vous allez retrouver aussi bien des professeurs de faculté que des amateurs passionnés qui discutent et échangent tous entre eux. Il n'est pas rare que des publications en entomologie soient aussi co-rédigées par des gens de tout milieu et de tout âge. Je prends souvent cet exemple, mais au Japon, un enfant d'environ 10 ans dans son jardin a observé un coléoptère tous les ans durant l'été. Et il s'est rendu compte que, contrairement à ce que disaient ses livres, ils étaient en fait actifs le jour et la nuit, mais sur des arbres différents. Avec l'aide d'un entomologiste de sa région, il a quand même co-signé sa première publication pour sa découverte. Et des exemples de novices passionnés qui signent des publications, il y en a à l'appel. On le voit aussi avec l'essor des sciences participatives qui ont pour but d'aider la recherche en signalant et documentant la présence de certaines espèces avec des photos. En France, l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel, propose même une gamification avec un système de points et transforme le principe en jeu avec un classement national. Donc ma réponse, elle est simple. Si vous êtes novice, que l'entomologie vous passionne et que vous avez envie d'aider et de participer, n'hésitez pas à vous renseigner sur les projets participatifs ou même carrément commencer votre collection d'insectes. Maintenant que vous êtes prêts à vous lancer dans l'aventure, parlons équipement de base. Je vais vous présenter ma besace de l'entomologiste. Faisons un tour de ce qu'on peut y trouver dedans. Déjà, on va y trouver un carnet qui permet de noter toutes les informations sur les insectes pour ensuite les rapporter sur l'étiquette avec laquelle il sera entreposé, comme par exemple la date et l'heure de la capture, le lieu de la capture, la plante sur laquelle j'ai trouvé l'insecte, les conditions climatiques, éventuellement même le comportement de l'insecte et bien sûr le nom de l'entomologiste si vous travaillez en équipe ce jour-là. J'ai ensuite une loupe qui est nécessaire pour l'identification des petites espèces qui peuvent être un peu difficiles à voir à l'œil nu, un couteau multifonction type Laserman que je trouve pratique pour gratter la terre, enlever des écorces, tout ça, mais les plus aguerris utiliseront un piochon ou une griffe. J'ai aussi des flocons de chasse pour y mettre les insectes que j'ai besoin de récupérer, mais aussi les feuilles par exemple des plantes sur lesquelles j'ai récupéré les insectes.
Un petit conseil aussi, j'essaye toujours d'avoir plusieurs flacons parce que plus vous mettez de spécimens dans un seul, plus vous avez de chances qu'ils s'abîment en chemin. Nous avons de l'acétate d'éthyle pour y plonger les insectes. Personnellement, j'utilise que très peu, je préfère mettre les insectes au congélateur, mais on abordera cette méthode parce qu'il est bien de savoir l'utiliser, surtout si vous êtes étudiant. On peut également utiliser l'acétate pour la mise à mort des insectes, mais nous verrons ça dans la suite de la formation. Ça, on le retrouve pas dans tous les sacs, mais de mon côté, j'ai des objectifs macro pour téléphone portable. Comme ça, je m'embête pas avec un appareil photo macro, et ça me permet aussi de venir observer des toutes petites parties sur les insectes. De plus, c'est super léger, ça prend pas de place, donc c'est très pratique. Pour les collections d'insectes, il vous faudra donc un kit d'étalage avec une planche à étaler, des épingles extra fines en inox, des pinces, donc moi je l'ai dans ma trousse à dissection, des étiquettes et du papier cristal pour les ailes. J'enchaîne ensuite avec les guides d'identification des espèces. De mon côté, je garde un guide de la chaux dans mon sac parce qu'il est plus léger, mais après j'ai des guides plus complets chez moi, comme ceux du Cercle des naturalistes de Belgique, ainsi qu'un guide de plantes pour pouvoir agrémenter mes notes quand je capture un insecte et pouvoir identifier sur quelle plante il se trouvait. Et enfin, pour le prélèvement, il existe plusieurs pièges pour différentes utilisations. Nous avons le filet fauchoir qui sert à collecter les insectes qui se trouvent dans les hautes herbes et les buissons en le passant sur l'extrémité des plantes et ainsi récolter les insectes qui auraient pu s'y poser comme les orthoptères, certains coléoptères ou punaises. Le filet à papillons pour la capture des lépidoptères et des odonates. Le parapluie japonais qui sert à recueillir les insectes des arbustes et des branches basses des arbres, parfait pour les chenilles, les coléoptères ou les punaises par exemple. Un troubleau pour les insectes aquatiques. Et enfin mon préféré parce que c'est le plus rigolo, un aspirateur à bouche qui permet d'aspirer les insectes les plus petits et les plus agiles. Il existe d'autres méthodes de piégeage comme la méthode du drap blanc avec des lampes UV qu'on va voir dans une prochaine vidéo, mais déjà avec ce matériel-là de base, vous êtes parés pour vos sorties. L'ensemble du matériel se retrouve sur la boutique Monakea et les liens des produits se retrouvent dans la description. Oui, mais toutefois, avec tout ce matériel, même si on se sent déjà comme un grand entomologiste, encore faut-il savoir s'en servir. Et c'est ce que nous verrons dans les prochaines vidéos où je vous propose d'apprendre à utiliser les différents pièges et méthodes pour attirer les insectes sur le terrain, récupérer des spécimens ensemble, les prélever, les étiqueter, apprendre à les étaler et les conserver. Donc je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos disponibles sur le site de Monakea.